Bonjour, donc nous arrivons dans les derniers tutos de cette année de L2 S4 de confinement, d'accord, année mémorable, dans laquelle vous êtes devenir des bêtes de chimie organique. Donc, pure question théorique. On veut faire ça, ça marche, d'accord, c'est-à-dire on veut réagir ce qui s'appelle l'épichlorhydrine. Cet époxyde qui porte un chlore sur le carbone juste à côté. Cette molécule peut être obtenue avec un excès énantiomérique de 100%. C'est très intéressant pour pouvoir faire cette molécule-là énantiomériquement pure. Donc, les gens qui ont fait cette manip-là voulaient faire cette réaction-là et avoir un composé énantiomériquement pur. Vous savez qu'en biologie, un des énantiomères a des activités biologiques beaucoup plus fortes ou totalement différentes de l'autre énantiomère, d'où l'importance du contrôle des carbones asymétriques. Il faut les créer. D'accord. Il faut créer la molécule énantiomériquement pure et conserver l'asymétrie sur le centre, c'est-à-dire ne pas racémiser. Mais il faut aussi avoir le bon énantiomère à terme. Les gens se sont dit, on va faire ça. NH est une base, on va déprotoner le phénol de manière à faire phi au moins bon nucléophile, lequel va faire la substitution nucléophile. Et les gens se disaient, super, ce que je vais obtenir, ça va être ça. Ah, bah ils ont pris le pouvoir rotatoire, ils ont trouvé qu'ils avaient un pouvoir rotatoire non nul. Conclusion, ils se sont dit super, j'ai pas de racémisation. Ils ont fait tout le reste de la synthèse, ils se sont rendus compte que les effets biologiques n'avaient rien à voir avec ce qu'ils escomptaient. Soit les biologistes étaient nuls, soit le chimiste organicien est du grand n'importe quoi. Il a revérifié les squelettes RMN par RMN, par infrarouge, il s'est dit tout cela va bien, jusqu'au jour où il s'est dit mais est-ce que j'ai le bon énantiomère? Il a revérifié la tête de l'énantiomère de la molécule de départ, ça n'a rien de simple. Il s'est dit non, ça va bien. Mais en fait, c'est quand il a vérifié l'énantiomère qu'il obtenait après la première étape qu'il s'est dit mais je comprends pas. J'ai inversé la configuration du carbone qui n'a pas réagi. Ah, soit il s'est dit soit je suis totalement nul en chimie organique et je comprends rien, puisqu'on fait la substitution nucléophile sur ce carbone-là, c'est-à-dire soit je fais la SN2, j'inverse la configuration de ce carbone, mais comme il n'est pas asymétrique, on s'en fout, il n'y a pas d'inversion de configuration, soit j'aurai racémisation, et de toute façon, on s'en fout, ça ne doit rien changer. Donc là, il y a quand même un gros problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est spécifique à cette structure. D'où grande question théorique. Des gens se sont donc lancés dans l'étude mécanistique de cette réaction-là en faisant du marquage isotopique au carbone 13. C'est-à-dire ils ont trouvé un moyen d'enrichir le carbone de cette position-là par du carbone 13 et de suivre ça par RMN. Donc vous voyez qu'il y a quand même une très forte imbrication entre chimie organique et analyse des structures, à tout point. C'est pour ça que j'enseigne les deux, il ne faut pas se leurrer. Et là, ils se sont rendus compte que, tiens, c'est bizarre, le carbone asymétrique a changé dans la molécule. C'est un peu comme si l'oxygène nucléophile avait tapé sur ce carbone-là. Ils se sont dit, bon, on va commencer donc notre étude théorique en proposant, c'est à ça que sert le marquage isotopique, que ce nucléophile-là attaque l'époxyde dans sa position la moins encombrée, d'accord, mais également la plus électrophile, puisqu'il n'y a pas d'effet Plussy particulier là-dessus. Un époxyde est quelque chose de très réactif, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez une tension de cycle à l'intérieur du cycle A3 qui est très importante. Vous avez des angles de 60 degrés, contrairement aux 109 degrés que serait l'angle de valence d'un carbone sp3. Conclusion, ça s'ouvre. On s'est dit, ok, jusque-là, je propose quelque chose qui n'est pas trop débile, mais enfin, on ne voit pas trop où je vais mettre les pieds. Je vois bien que là, j'ai mon carbone ici, qui va être mon carbone 1. Carbone 1, carbone 2, carbone 3. Sur le carbone 2, je vais donc avoir mon alcoolate. Sur le carbone 3, j'ai mon chlore. Et de là, on se dit, comment est-ce que je vais arriver à ça? On se dit, de toute manière, il faut que le chlore parte. Que cela ne tienne, je vais faire comme dans les réactions de Darzens, où je faisais des époxydes. L'oxygène nucléophile tape le carbone électrophile de cette manière-là. Alors oui, c'est pas forcément facile,
Mais n'oubliez pas une chose, il n'y a pas d'autres cyclisations qui peuvent se faire. Donc si vous laissez le temps au temps, ça se fera parce qu'il n'y a pas de compétition. Et j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai cette molécule-là. Si je crée n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Qui, si vous renversez de l'autre côté, c'est-à-dire vous la faites tourner de l'autre côté, vous écrivez l'époxyde de l'autre côté et vous verrez que vous arrivez tout bonnement à la molécule souhaitée avec le marquage isotopique qui est totalement expliqué. D'accord? Donc en fait, ces réactions, vous pouvez envisager d'un point de vue chimie organique, si vous partez sur du mélange racémique, que vous fassiez la réaction soit substitution nucléophile directe, SN2, là-dessus. D'accord? Vous obtiendrez le mélange racémique, soit vous envisagez le O- qui tape ici, qui s'ouvre, qui retape là, qui reforme l'époxyde. Donc vous ouvrez, vous refermez. D'accord? Dans cette réaction-là, la réaction est également une SN2. Vous avez des SN2 partout, en fait, puisque vous êtes en présence de bons nucléophiles. Et là, vous arrivez à expliquer la bizarrerie. Avantage, c'est qu'une fois que vous avez contrôlé la bizarrerie, vous allez pouvoir utiliser tout ça pour faire des réactions qui sont peut-être très intrigantes par la suite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir habiller ce squelette-là carboné en mettant des substituants ici. D'accord? Tant que vous encombrez pas ici, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire cette réaction-là. Et après, comme la réaction est intramoléculaire, les groupements ont moins de problèmes que quand c'est la réaction intermoléculaire. D'accord? Eh bien, vous allez peut-être pouvoir faire des squelettes qui auraient été des molécules qui auraient été difficiles à préparer de manière différente. D'où les études mécanistiques.